Bonsoir à tous. Dernier Mont des Arts avant la trêve pascale, un peu de repos qui nous fera du bien. On peut dire que le monde culturel est assez secoué en ce moment du côté notamment des librairies. On ne va pas tout à fait les quitter, ces librairies, avec un sujet qui a interpellé le milieu du livre il y a quelques jours. La SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, c'est comme ça qu'on dit, a sorti une charte de rémunération, on va en parler, rémunération des auteurs et des autrices littéraires, ça concerne d'ailleurs aussi la bande dessinée. L'idée, on va développer, mais l'idée c'est de rémunérer les auteurs et autrices quand ils sont en prestation. C'est une belle idée évidemment, mais est-ce qu'elle n'est pas un petit peu utopique et qui finalement devrait mettre la main au portefeuille? On va parler de tout ça dans cette émission avec mes invités. Ariane Herman tout d'abord. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Vous êtes libraire, les gens qui achètent des livres vous connaissent peut-être, reconnaissent votre visage, vous êtes du côté de la rue de Flandre, Tulitu. Tout se passe bien? Oui, tout se passe très bien. Allez, on va parler de cette charte avec vous. En face de vous, Frédéric Young. Bonsoir Frédéric, bonsoir. Vous êtes délégué général de la SCAM, général pour la Belgique, parce qu'il y a la SCAM en France. Oui, absolument, il y a la SCAM en France aussi, et moi, effectivement, je suis responsable de la structure en Belgique. Voilà, et à l'origine donc de cette charte, et puis Elisabeth Kovacs. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Programmatrice littéraire pour la Foire du Livre. Vous avez travaillé aussi pour Passaporta, pour toutes sortes de gros événements. Il n'y a pas de Foire du Livre cette année. Il y a eu... Une semaine du livre. Une semaine du livre. On espère une Foire du Livre l'année prochaine. Vous pouvez déjà nous promettre ça ou Oui, on est très confiants. On y croit. Allez, on va rester confiants. Vous écrivez, vous, sur votre site, peut-être pas vous, mais enfin en tout cas sur le site de la SCAM, sans auteurs et autrices, pas de création. Et ces auteurs peinent à vivre de leur métier en ce moment. C'est à ce point-là? C'est à ce point-là, et c'est même une situation qui s'est plutôt dégradée au cours des dernières années, avec la période de crise sanitaire, bien sûr. Oui, ça n'a rien arrangé. Ben non, forcément, parce que souvent, les auteurs et les autrices, ils ont des activités d'enseignement, des activités de prestations, de colloques, de rencontres, de débats, de conférences, et tout ça a été fort impacté. Donc non, la précarité est plutôt plus grande aujourd'hui. Alors, ces auteurs, pour qu'on comprenne bien, font des prestations, c'est-à-dire des dédicaces dans des librairies, dans des événements comme la Foire du Livre, etc. Des dédicaces, mais aussi des conférences, des débats, et ils ne sont pas rémunérés en général. C'est ça le problème? Ils le sont parfois, ils ne le sont pas dans d'autres cas. Il y a des dispositifs qui existent déjà pour soutenir les opérateurs culturels qui veulent bien le faire. Mais disons qu'il reste quelque part cette idée que les auteurs font ça pour leur plaisir et qui sont quand même déjà, devraient être satisfaits qu'on leur propose de venir. Ça fait sourire la libraire qui est en face de vous. C'est une idée qui est véhiculée un petit peu dans le grand public, ça? Dans le grand public, oui, je pense qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui se disent en fait, l'auteur, il fait sa propre pub. Donc, en gros, comme il fait sa propre pub, il n'y a pas de mise en avant. Moi, personnellement, j'avoue que j'ai toujours été très mal à l'aise quand je reçois des auteurs. Pourquoi ? Parce que justement, je trouve que quand ils viennent, c'est du travail. Donc, je veux dire, sinon, si c'était pas du travail, ils iraient au resto avec leurs potes au lieu de venir passer leur soirée à discuter de leurs livres avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est clair. Ouais. En tout cas, ils prennent sur leur temps déjà. Ah, ils prennent sur leur temps, leur bien soirée, sûr. Souvent, et c'est du travail. Il n'y a rien à faire. C'est dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc, moi, j'ai toujours été très mal à l'aise par rapport à ça. Même malaise aussi dans les grands événements, Foire du Livre, Passaporta, etc. Alors, ce malaise, je dirais qu'à la foire, on ne le ressent plus, en tout cas depuis 2 ans, puisqu'en fait, on avait pris les devants depuis 2 ans en prenant la décision de rémunérer les auteurs. Donc, les auteurs qui venaient à la Foire du Livre étaient rémunérés. Les auteurs qui venaient pour participer à la programmation de la Foire du Livre, oui, c'est-à-dire en tout cas qui participaient à un débat ou une rencontre, où ils étaient tous rémunérés. Donc attention, donc les débats, les rencontres, pas les auteurs qui signent sur leur stand, par exemple. Pas les auteurs qui signent sur leur stand, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, c'est l'affaire des éditeurs? C'est eux qui doivent se débrouiller? Alors en fait, c'est un petit peu technique. Et je pense que M. Young pourrait peut-être expliquer les choses plus dans les détails, mais tout dépend, je pense, s'il s'agit d'auteurs de littérature générale ou de bande dessinée ou d'auteurs jeunesse, qui eux-mêmes étaient déjà encadrés, en tout cas pour ce qui nous concerne, par la charte des auteurs jeunesse, puisque c'est un modèle qui vient de France. Et pour lesquels on considère déjà depuis longtemps qu'une dédicace, dans leur cas, c'est pas juste une signature. Oui, parce que il faut un dessin, un dessin, texte, voilà. Il faut nuancer, en fait, Frédéric Young, c'est ça? Oui, d'ailleurs, la grille qu'on propose est très nuancée, elle distingue toutes les activités. Et effectivement, il faut nuancer aussi en fonction de l'organisateur de l'activité. Je pense à un centre culturel qui reçoit des moyens pour faire de la démocratisation culturelle, donc amener des contenus culturels au public, c'est quand même logique que
l'auteur professionnel, l'autrice professionnelle qui vient faire une prestation, en fait, qui vient présenter un contenu qui peut intéresser les publics, soit rémunéré. Ça n'a pas toujours été le cas. De la même façon, on pourrait généraliser dans un autre domaine, c'est que les auteurs d'art visuel qui ont des expositions ne sont souvent pas payés non plus. Ouais. C'est la même problématique. On pourrait élargir à ça. Oui, tout à fait. C'est notre idée. C'est que la SCAM s'occupe aussi de tous les auteurs, c'est multimédia. Oui, notamment les illustrateurs et les auteurs de BD. On a beaucoup de dessinateurs et de scénaristes de BD qui se retrouvent devant des situations comme ça où on leur demande en fait de venir enrichir l'offre culturelle, mais il n'y a jamais d'argent pour eux. Ouais. Alors, je vais être un peu provocateur, mais quand un auteur vient juste signer, juste faire des dédicaces, ça arrive aussi. Est-ce que ça, c'est considéré comme du travail ? Pas qui veut répondre, Ariane. Ariane, c'était intéressant. Pas de rencontre, pas de... Voilà, juste une signature. Ça arrive notamment chez Filigrane. Oui, moi je considère que c'est aussi du travail parce que c'est du contact avec les gens. C'est du temps passé à ça. Après, manifestement, dans les nomenclatures, ça a l'air d'être moins important, en tout cas pour la fédération, puisque les librairies labellisées qui reçoivent des auteurs sont subventionnés pour chaque rencontre. Et quand c'est une rencontre avec l'auteur qui est présent, mais donc une vraie rencontre animée, là, on reçoit un subside de 400 €, tandis que si c'est un auteur, si on fait une rencontre, juste une dédicace, là, on ne reçoit pas de subside. Vous voyez. Donc, manifestement, pour la fédération, en tout cas, il faut en tout cas qu'il y ait vraiment une rencontre pour que ça ait lieu à un subside. Ça vous choque ? Nous, on propose que effectivement le temps de travail soit payé, parce que c'est quand même un temps de présence effectif qui est pris sur la vie familiale, qui est pris sur la vie professionnelle. Donc, y compris dédicace, alors. Et il faut bien comprendre, c'est que en fait, il y a beaucoup de sollicitations. L'éditeur peut, par exemple, proposer à son auteur de faire des tournées assez longues, de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois de promotion de l'ouvrage, quand il y a, je dirais, une base commerciale suffisante. Et c'est un temps où les gens doivent pouvoir gagner leur vie, quelque part. Et la vente des ouvrages, au taux où sont rémunérés les auteurs aujourd'hui, ne permet pas de les rémunérer pour cette activité-là. Ça fait partie du marketing, en fait, de l'éditeur, quelque part. Et ce serait logique que le vendeur, le représentant, il est payé. Pourquoi est-ce que l'auteur ne serait pas payé aussi pour être le représentant ? Parce que ça fait partie de la même chaîne commerciale. Oui, c'est la chaîne commerciale de l'exploitation du livre, en fait. Vous dites, j'ai lu quelque part sur votre site, leurs activités sont invisibilisées. Oui, alors le terme est important parce que c'est pas une activité invisible. L'auteur, on le voit, l'autrice, on la voit, elle est là, elle s'exprime, elle est sollicitée. Mais par contre, en termes surtout de rémunération et de protection sociale, cette activité-là est invisibilisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue. Et elle ne génère pas, et c'est un point important aussi de pourquoi nous avons sorti ce tarif maintenant, c'est qu'au niveau du gouvernement fédéral, on discute d'une nouvelle protection sociale des artistes. Donc un nouveau statut, ça se discute maintenant. Ça se discute beaucoup. Il faut cotiser. Et il va falloir cotiser. C'est ça. Et si on n'a pas d'argent pour cotiser, on n'aura pas de la protection sociale minimale que la plupart des gens ont en Belgique. Ça veut dire qu'on va encore pomper sur les auteurs et les autres, sur leur portefeuille. Alors, c'est normal, je trouve, que quand on participe à un système de protection sociale, on cotise. C'est la logique, mais il faut que, je dirais, les secteurs d'activité professionnalisés, comme le sont le livre, l'audiovisuel, le spectacle vivant, acceptent que les gens aient besoin de cotiser pour leur protection sociale. Bien sûr, d'où une rémunération. Vous dites que la Fédération Wallonie-Bruxelles donne une enveloppe, on va le dire simplement comme ça, à chaque fois qu'il y a une rencontre, c'est ça ? Oui, donc pour les librairies qui sont labellisées par la fédération. C'est quoi ça ? C'est quoi la donc, différence ? Le label de la fédération, en fait, est donné à des librairies qui répondent à certaines conditions. C'est donc des conditions de taille. Il faut exister depuis 2 ans. Il faut avoir un certain nombre de titres. Donc, on ne peut pas être une librairie labellisée si on n'a que 5 exemplaires. Il en faut beaucoup. Il en faut 10 000. Il en faut beaucoup. Donc, il faut du stock. Donc, il y a des petites librairies qui naissent un peu partout là en ce moment. Elles ne sont pas labellisées. Voilà, donc c'est bien ça que je dis. C'est que les librairies labellisées reçoivent des aides de la fédération. Mais celles qui ne sont pas labellisées, il y a des librairies qui ne sont pas labellisées parce qu'elles ne répondent pas aux critères, et puis il y a aussi des librairies qui ne sont pas labellisées parce qu'elles ne veulent pas être labellisées, elles veulent rester indépendantes des pouvoirs publics. Donc ces librairies-là, en effet, elles n'ont pas d'aide. Donc si elles organisent des rencontres, c'est vraiment totalement à leur charge.
D'accord. Du côté de la Foire du Livre, par exemple, est-ce que vous recevez aussi une enveloppe de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les rencontres? Non, à ma connaissance, en tout cas, quand on a pris cette décision il y a 2 ans, c'était vraiment pour prendre les devants, mais en ayant effectivement en tête que c'était que le dispositif qui fonctionnait en France, c'était que les rencontres, les événements, les manifestations littéraires qui étaient subventionnées par le CNL. Donc le CNL, pour expliquer aux gens. Le CNL, donc le Centre national du livre, Ouais. qui serait l'équivalent, je pense, de la direction du livre ici. Du ministère chez nous. Ouais. Du ministère. Oui, c'est ça, exactement. Donc, dans le cadre de ces manifestations-là, les auteurs devaient être rémunérés. Et en fait, on a pris les devants, à la fois parce que ça nous semblait juste et légitime, et à la fois aussi parce qu'à la Foire du Livre, on accueille des auteurs de toute nationalité, D'accord. notamment des Vous avez pris les Français. devants, Elisabeth, mais sur quel fond? Avec quel fond alors? On a justement, c'est une vraie bonne question dans la mesure où la question budgétaire que va poser la généralisation que nous, en tant que programmateurs, je pense assez majoritairement on appelle de nos voeux. Effectivement, elle va poser la question des budgets, par exemple, de programmation, puisque ceux-ci ne sont pas extensibles et qu'ils comprennent une enveloppe qui comporte aussi la rémunération des programmateurs, par exemple, ou tout un tas d'activités annexes qui font que les programmes existent, quoi. Donc vous allez, si on comprend bien, vous allez puiser dans la propre enveloppe, on va dire ça comme ça, oui, on peut dire ça pour comme ça. Rétribuer vous-même les rencontres, etc., les auteurs qui viennent, c'est ça? Oui, tout à fait. Et cette enveloppe qui n'est pas extensible, effectivement. Qui n'est pas extensible. Qui diminue ou pas, Frédéric Young? Non, alors j'ai l'impression quand même que le gouvernement actuel, et particulièrement la ministre Linard, est sensible à la situation des artistes sur le terrain. Sensible, ça veut tout dire et rien dire. Non, mais sensible au sens positivement. On est tous sensibles, hein. Elle est attentive à ce que les opérateurs culturels prévoient dans leurs activités une rémunération des artistes. C'est le cas, par exemple, dans le nouveau décret sur les arts de la scène qui est en cours de discussion. Oui, pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Au fédéral. Ouais. L'attention portée à la rémunération, à la situation socio-professionnelle des artistes est explicitement mentionnée dans ce projet. C'est vrai dans le domaine du livre aussi, dans le plan livre, hein, pour la filière du livre, c'est une préoccupation aussi. Et donc, clairement, les budgets qui vont être revus progressivement au moment de renouveler les conventions, les contrats programmes, les aides diverses, devront mieux prendre en compte cela. Alors, peut-être qu'il y aura, à certains endroits, un peu moins d'activité, mais avec des gens un peu mieux payés. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'une librairie qui faisait 150 animations sur l'année n'en ferait peut-être plus que 120, mais rémunérerait, selon la grille qui est proposée ici, correctement les gens. Là, je crois qu'il y a un équilibre Et ça, qui va se faire. C'est pas un risque d'avoir moins de rencontres, ça veut dire que la librairie vit moins? Non, parce que, en tout cas, pour l'instant, le système de fonctionnement des subsides de la Fédération pour les librairies labellisées, il y a évidemment un maximum. Donc, on ne peut pas faire plus... On peut recevoir un maximum de 5 000 euros par an. D'accord, genre par librairie, hein, c'est ça? Oui, par librairie labellisée. Donc, ça vous fait combien de rencontres, ça? C'est donc, si je me souviens bien, c'est 400 euros pour... donc ça fait 12 rencontres. Voilà. 12 rencontres 12 rencontres par an. Une par mois. C'est une bonne Une moyenne. par mois. Si ça diminue, ça devient contraignant ou pas? Ah, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que... Enfin, ça dépend des librairies, mais en tout cas, moi, quand j'invite un auteur, je ne calcule pas de voir combien d'auteurs j'ai par an et combien... Donc, moi, il se fait que je suis particulièrement réceptive aux demandes des auteurs, donc j'aime les recevoir. Donc nous, justement, chez Tulitu, on est un peu atypique dans le sens où moi, j'organise beaucoup trop de rencontres, j'essaye de me calmer, mais bon, voilà, à chaque fois, on propose des trucs enthousiasmants, donc je ne peux pas dire non. J'ai des auteurs qui l'ont confirmé par téléphone, des autrices aussi. Voilà, donc... On est bien accueillis chez vous. Voilà, donc moi, en tout cas, évidemment, moi, les 5 000 euros, je dépasse mon quota largement, parce qu'avant le Covid, j'en organisais au minimum 2 par semaine, donc voilà, donc c'est clair que je ne le fais pas pour l'argent, ça c'est sûr. Mais... On vend beaucoup quand un auteur vient faire une rencontre. Ah ben voilà, ça c'est aussi la chose, c'est que tout dépend en fait de l'auteur qui vient ou de l'autrice qui vient, et surtout, c'est pas parce que vous invitez quelqu'un de connu que vous vendez beaucoup de livres, parce que les gens... Ils ont déjà acheté le livre ailleurs et ils viennent à la rencontre, sur Amazon, et à la dédicace.
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que moi, pour exemple, comme ça, c'est qui m'a fait c'est Myriam Leroy qui est venue chez nous donc, pour les yeux rouges et en dédicace. Et donc là, on fait une rencontre, c'est super chouette. Il y a du monde. Il y a un monde de fous, donc c'est vraiment. C'est pas grand chez vous en plus, ça, donc il y a des gens sur le trottoir. C'est pas à la librairie, donc on le fait à côté, dans une autre salle. On est 100 personnes, il y a 100 personnes qui sont là, c'est la folie. Myriam dédicace pendant 2 heures, donc waouh, génial. Moi, vraiment, je suis ravie. Vous dites jackpot, et c'est ma stagiaire qui tient la caisse. Pendant ce temps-là, moi, je fais la maîtresse de maison, je sers à boire, parce que c'était à la bonne époque avant le Covid, donc on avait le droit d'offrir à boire. Voilà, c'était la bonne époque. Voilà, tout le monde boit du vin, tout le monde est content. Et puis, donc à la fin de la soirée, Myriam me dit, mais je suis crevée. Moi, j'ai dédicacé pendant 2 heures. J'avais vendu 8 livres. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Alors après, c'est pas grave, je ne le fais pas pour de l'argent, mais c'est vrai qu'à un moment, je me dis, les gens pourraient quand même être un peu sympas et faire un petit effort et venir, se dire quand même que toute mon énergie que j'ai, ça ne les a pas dérangés de boire le vin, quoi. Ouais. Même s'ils viennent avec. Est-ce qu'ils achètent d'autres livres éventuellement ? Enfin, si vous faites ça dans une salle à côté, évidemment. Oui, parce que après, la dédicace se refait toujours dans la librairie. Oui, ils peuvent, mais bon, après, voilà. Ça, c'est les gens ne comprennent pas toujours que. Et puis, il y a les marges qui sont quand même faibles sur un livre. Les marges il faut compter 30%. Donc, c'est vrai que si on veut que la rencontre soit rentable, il faut vraiment y aller. Il faut vendre genre 50 livres au moins. Ouais. Et ça, moi en tout cas, ça ne m'est encore jamais arrivé. J'aimerais bien. Mais... L'anecdote la plus marrante sur les dédicaces, c'est Pierre Mertens qui me l'avait raconté, où un visiteur de la Foire du Livre lui avait amené une photocopie du bouquin. Il n'avait pas tellement aimé. À la Foire du Livre, c'est une tradition, les dédications. On n'imagine pas la Foire du Livre sans Amélie Nothomb, sans Éric Emmanuel Schmitt. Enfin, je veux dire, quelque part, ça fait partie aussi de votre réputation, non ? Ça nourrit la Foire du Livre. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et donc, vous les choisissez particulièrement quand Amélie Nothomb vient, par exemple, comment ça se passe ? Oui, effectivement, on l'a choisi particulièrement parce qu'on connaît son tropisme pour une petite coupe de champagne, pour rafraîchir. Tout ça, c'est à vos frais, alors ? Oui. D'accord. Oui. Et puis, d'une manière générale, ça c'est une anecdote, mais c'est vrai que quand on connaît les auteurs et qu'on les accueille régulièrement, on aime bien les traiter avec des égards, même si on les connaît moins, mais surtout si on les connaît bien et qu'on sait que, par ailleurs, il y a des questions plus basiques de gestion des flux qu'il faut prendre en compte et qui sont très importantes dans l'organisation d'un événement comme la foire, quand on a des auteurs à succès dont l'avenir est prévu. On a beaucoup parlé des libraires, on a beaucoup parlé du gouvernement, on a beaucoup parlé des auteurs et autrices, évidemment, les éditeurs. On n'en parle pas beaucoup. J'ai essayé d'inviter le responsable de l'ADEP, qui est l'association qui regroupe les éditeurs en Belgique. Il n'était pas libre malheureusement, mais par téléphone, j'ai eu un contact. Les éditeurs m'ont dit que, donc en tout cas, l'ADEP a organisé une réunion. Ils se sont vus et ils vont refaire une réunion après Pâques pour prendre une décision par rapport à votre projet de charte. Ils disent quand même qu'il faut nuancer, que c'est un petit peu utopique et que ça va être difficile à mettre en place. On sait bien que les éditeurs sont toujours. Ça vous fait rire, ça. Non, pas rire, mais sont toujours soucieux de leur budget. C'est difficile de convaincre les éditeurs parce que... Non, mais moi je suis un peu étonné de cette position parce que l'ADEP nous avait dit qu'elle ferait circuler la charte. D'ailleurs, ils avaient été tout à fait informés, je dois signaler quand même ici, c'est Marie Depré qui a travaillé chez nous pendant près d'1 an sur le projet, qu'elle a fait ça avec beaucoup de soins pour contacter justement les organismes professionnels, des centres culturels, des partenaires. Mais est-ce que les éditeurs ont du mal à mettre la main au portefeuille ? C'est ma question. Oui, je pense que les éditeurs n'ont pas l'habitude de rémunérer les auteurs pour toute une série de tâches qui sont déléguées vers les auteurs et que la maison d'édition, aujourd'hui, n'assume plus comme elle aurait pu les assumer précédemment. Mais pourquoi ? Parce que ça revient quand même chez eux, quand même. Enfin, je veux dire, c'est eux qui font les plus grosses marges par rapport aux je ne vais pas m'exprimer à la place des éditeurs. Oui. Je vous demande votre avis. Non, mais je pense qu'on a une situation où ce n'est plus l'usage, je dirais, sauf peut-être pour des auteurs qui ont une surface commerciale suffisante du point de vue de l'éditeur, de prendre en charge ce type de coûts.
et que voilà, il y a une réticence à le faire, ça c'est clair. Mais je voulais quand même corriger une chose, c'est que ce ne sont pas les éditeurs qui se font la plus grosse marge dans la chaîne du livre. Hein. Donc, disons... C'est qui alors? Les distributeurs. C'est pas l'auteur en tout cas, c'est le distributeur, c'est vrai. Donc voilà, donc il y a l'auteur qui reçoit un tout petit peu, puis après il y a l'éditeur qui reçoit un peu plus, alors puis il y a le distributeur qui reçoit une bonne partie, et l'autre bonne partie, vous me tendez une perche, alors les distributeurs, est-ce qu'eux pourraient intervenir aussi là-dedans? Je ne sais pas qui veut répondre, Elisabeth. Ils sont là aussi, c'est quand même un acteur effectivement qui prend une petite part dans le système, une grande part. Ouais. Oui, mais franchement, je n'ai jamais eu l'occasion d'en discuter avec l'un d'entre eux. Frédéric. Mais les distributeurs. Ils ont été approchés par vous? Non, on n'a pas. Je pense pas qu'on ait eu de contact particulier avec les distributeurs, qui font d'ailleurs pas partie de l'interprofessionnel comme tel, via l'ADEP un petit peu. Vous savez que c'est un secteur en pleine redéfinition en Belgique francophone. Et donc, qui sont partis, pour expliquer aux gens, il y a un gros distributeur qui est parti à Paris, c'est ça, qui est retourné en France. Qui est retourné en France. Par contre, l'autre gros distributeur se développe assez bien. Donc, les choses ne sont pas si négatives que ça. Mais c'est clair que ce qu'on a développé, c'est d'avoir une chaîne du livre où chacun peut vivre. Et donc, il y a je crois que ce qu'on essaye de trouver, c'est les équilibres entre tous les acteurs de la chaîne ou de l'écosystème. Ouais. Et c'est clair que pour l'instant, les auteurs, on le voit en France avec les débats entre les auteurs de BD et le SNE. C'est les derniers de la chaîne, c'est ça? C'est les premiers de la chaîne et les moins stabilisés. Ouais. Et c'est ça que vous voulez défendre avec cette charte? Puis aussi, tous les autres acteurs, d'une certaine façon, travaillent d'une façon où, en fait, l'économie est mutualisée entre les différents ouvrages. Un libraire vend des ouvrages de nombreux éditeurs, de nombreux auteurs. Les éditeurs, ils ont pas mal d'ouvrages qui publient au cours d'une année pour mutualiser. Il y en a un qui marche bien, équilibré. Les auteurs, ils sont tout seuls, en fait. Et cette absence de mutualisation pose un vrai problème économique. Je pense que, par exemple, l'essor du métier d'agent s'explique aussi... Donc d'agent littéraire, en Belgique, ça n'existait pas encore. Hein. Voilà, en Belgique et surtout en France, mais en Belgique aussi, s'explique aussi comme ça. C'est-à-dire que les auteurs sont assez tentés de se tourner vers d'abord des professionnels qui connaissent les droits des contrats et de nombreux aspects juridiques et économiques, mais surtout qui peuvent porter leur voix et qui peuvent aussi, au bout à un certain moment, dire par exemple, non seulement je souhaite être rémunéré pour telle prestation, mais pas en deçà d'un certain seuil, parce que mon agent me déconseille de l'accepter. Voilà. Mais ça, tous les auteurs, faut le payer aussi, l'agent, quand on a un agent. Bien sûr, non, ça ne peut pas concerner tous les auteurs. Mais Et pour revenir aux éditeurs, la plupart des éditeurs en bande dessinée, ça c'est un dessinateur qui me le disait par téléphone tout à l'heure, ils sont français. Est-ce qu'il y a un dialogue possible avec justement le gouvernement belge? Est-ce qu'ils s'en foutent complètement? En littérature aussi, est-ce que c'est intéressant pour Gallimard, pour Le Plomb, etc., d'avoir un auteur en dédicace dans une librairie à Bruxelles? Peut-être que quelque part, ça les... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'ils se sentaient plus concernés, peut-être que ça les aiderait à moi, je pense que je pense que les éditeurs, quels qu'ils soient, ils sont tous intéressés à ce que les auteurs soient en librairie. Plus il y a de l'émulsion... Bien sûr, bien sûr. Alors évidemment, Gallimard, il va être plus content si Caroline Lamarche parle de son livre parce qu'elle est chez Gallimard et que c'est une Belge. Mais bon, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de recevoir des autrices, des auteurs de chez Gallimard, des Français, voilà. Donc, ils payent le déplacement alors Oui, donc l'usage, c'est que l'éditeur paye le transport, donc le trajet. Et puis, le libraire prend à sa charge les frais de logement et le restaurant après. Donc, vous payez un hôtel à l'auteur, vous payez le restaurant, vous payez sa rencontre, tout ça avec la petite enveloppe là. Oui. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Disons qu'en tout cas, c'est pas grâce à ça qu'on devient riche, ça c'est sûr. Mais, en tout cas, riche de manière pécuniaire. Mais c'est ça qui fait vivre aussi un lieu. Donc, c'est ça qui est important. C'est que les gens, ils sont contents de rencontrer des auteurs. Donc, moi, en tout cas, je trouve que ça fait partie de la mission essentielle de la librairie. C'est pas juste vendre des livres, c'est aussi que ce soit un lieu d'émulation, culturel ou d'échange. Sinon, je peux faire un site internet, quoi. Ouais. Ça fait du bien d'entendre ça, par les temps qui courent, notamment sur les librairies, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. Alors, cette charte,
Oui. C'est ce qu'attendent les auteurs dans leur partenariat avec les libraires, c'est évident. Cette charte, on va devoir conclure, c'est un projet évidemment soutenu par le gouvernement. Donc c'est une initiative l'ASCAM et de ses auteurs et autrices qui souhaitaient avoir un... Donc c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire, c'est un tarif recommandé, c'est marqué dessus d'ailleurs. C'est aussi quelque chose qu'on voit comme étant à mettre en œuvre dans les mois à venir. C'est pas nécessairement demain que chaque tarif doit être dans chaque situation. Est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement oblige les acteurs du livre, de la chaîne du livre, à l'appliquer un jour ? Moi, je pense que ce que peut faire le gouvernement, c'est des incitants. Et ça, c'est quand même pas des enveloppes qui sont au-delà des capacités budgétaires. Concrètement, ça veut dire comme développer, par exemple, ne pas avoir un plafond de 5 000 €. Pour les librairies qui sont très actives, on pourrait augmenter le plafond. Le plafond de verre. Faire un peu plus, 10 000, voilà. Deuxième chose, évidemment, il ne paraît pas raisonnable que quand ce sont des opérateurs culturels parapublics, je pense aux centres culturels, aux bibliothèques, aux écoles, etc. Ils ne sont pas aidés. Il faut que ce soit payé correctement. Enfin, un professeur est payé, un médiateur est payé, un auteur doit être payé. Okay. Et pour ce qui concerne les événements littéraires, je pense que ce serait bien aussi de réfléchir à la possibilité de les aider à appliquer. Oui, voilà, bien sûr, ça doit être pris en compte dans les budgets. J'ai l'impression. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission, dernière émission avant les vacances de Pâques. On va les lire tranquillement. On va aller acheter des livres et puis on va bouquiner. Et nous, on se retrouve d'ici 2 semaines avec un nouveau Monde des Arts. Passez de bonnes vacances. Merci à tous. Merci. Bonsoir. Merci.